Il était une fois un vieux couple heureux, Mohammed Khairdin. Chaque famille aura sa part de viande et il y aura un repas commun auquel seuls les hommes participeront. Ce sera magnifique. Et maintenant, voici l'autre chose. Depuis quelque temps, je fais un rêve absurde, toujours le même. Il y a là un grand arbre, un amandier vénérable, plus haut que tous les autres, et sur ses branches supérieures, beaucoup d'amandes qu'il est impossible de gauler sans grimper. Fasciné par elles, je n'hésite pas, je monte, et c'est au moment où je lève le bras pour gauler que je perds l'équilibre et tombe. Et puis plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais tu devrais faire attention. À ton âge, on ne grimpe plus aux arbres. Dors bien et rêve d'autre chose. Cette nuit-là encore, elle rêva du même arbre. C'était le même scénario. Ce qui le turlupinait, c'était de ne pas pouvoir donner un sens à ce songe obsédant. Elle aurait pu en toucher un mot au frais, mais elle ne le fit pas. Après tout, presque tous les rêves relèvent de l'absurdité pure et simple, pensait-il. Mais pourquoi celui-ci fausse-t-il ma gaieté? En se rendant à la mosquée, il oublia complètement cet incident. Il rencontra le boucher et un vénérable vieillard qui ne sortaient de chez lui qu'occasionnellement. Ils empruntèrent le même chemin montant, aidant le vieux à avancer, et ce, jusqu'à la mosquée située tout en haut du village, raison pour laquelle on l'appelait Timsgitten d'Gadirt. Cette mosquée, aujourd'hui désaffectée, a été remplacée par un édifice en béton, doté de panneaux solaires et situé sur le sol ferme et non plus sur la roche granitique. Arrivés tout en haut, à destination, Bouchaib et le boucher quittèrent le vieillard et allèrent voir les bêtes du sacrifice. C'étaient deux bœufs énormes, un noir et un rouquin. Dès qu'ils les virent, les bovins s'agitèrent et tentèrent de se relever, mais ils ne le purent, car ils portaient des nœuds de cordes aux quatre pattes. Leurs naseaux fumaient sous le soleil matinal et l'on sentait une odeur âcre de bouse et d'urine. Les bêtes avaient passé la nuit ici, même sous la surveillance d'un gardien. Ils ont coûté cher, dit Bouchaïb, mais la mosquée a les moyens et les commerçants du Nord sont généreux, quoi qu'on dise. Ailleurs, il y a des mosquées tellement pauvres que leurs imams portent des guenilles pouilleuses. Il lui arrive même parfois de jeûner faute d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. C'est bien ennuyeux, dit le boucher. Il y avait foule sur la place. Certains hommes fumaient de longues pipes en bavardant pendant qu'un groupe de Noirs leur servait le thé. Des enfants morveux et dépenaillés couraient les uns après les autres, crânes rasés et houppes au vent. Ils avaient congé ce jour-là, mais ils préféraient assister au sacrifice qu'aller se baigner dans le torrent. Leur crier exaspérait certains fumeurs qui les vouaient à tous les diables, mais ces effrontés n'en avaient cure. Le goût du sang et de la fête était plus fort qu'une admonestation, ou même une gifle. Aussi ne pleuraient-ils pas quand ils en recevaient une. Ils s'empourpraient seulement et se remettaient à crier plus fort qu'auparavant. On les verrait tout à l'heure courir après les bœufs, auxquels on faisait faire plusieurs fois le tour de la mosquée avant le sacrifice. Au moment décisif, ils regardaient couler le sang à gros bouillons sans éprouver d'effroi. Ils trouveraient naturel qu'on égorgeât d'aussi grosses bêtes, et ils se délecteraient de leur viande rouge après avoir joué au ballon avec leur vessie encore humide. De grands canons
étaient déjà allumés à l'écart. On avait apporté d'énormes marmites pour la cuisson du repas communautaire. Il n'y aurait pas de couscous vu le temps que sa préparation demandait, mais on servirait un énorme tagine agrémenté de légumes divers. Le pain viendrait des fours du voisinage où les femmes s'activaient depuis le lever du jour. Après cette grande agape, les inflas procéderaient au partage équitable de la viande destinée aux familles, puis tous rentreraient chez eux, repus et satisfaits. Ainsi se passa cette mémorable fête qui n'eut pas d'équivalent par la suite. Le vieux Boucheib raconta l'événement à sa femme, mais cette affaire d'homme ne l'intéressait pas. Elle apprécia néanmoins le lot de viande que le vieux avait apporté. « Tiens, pour une fois, tu n'iras pas au souk, dit-elle. « C'est aussi bien, répondit le vieux. Nous avons tout ce qu'il faut ici pour au moins 15 jours. Qu'est-ce que tu veux pour ce soir? Du lièvre? Il en reste encore? Oui. Alors, prépare-le. » Elles étaient assises sur une natte de jonc dans une petite pièce rectangulaire qui donnait directement sur la vallée. On voyait nettement la cime des grands palmiers dattiers et quelques vieux caroubiers plus près de la maison. On entendait le croissement des corbeaux réfugiés sur les palmes, le roucoulement des tourterelles dans les oliviers et les arganiers, et la stridulation insistante des cigales. À un moment donné, un coup de feu claqua. Boucheib alla regarder par la fenêtre, puis il dit « C'est Ahmed qui chasse le corbeau. Sa femme est malade. Elle a besoin de la chair de ce volatile. La pauvre, elle est plus jeune que toi, mais si épuisée par ses grossesses qu'il tient à peine debout. On ne la voit jamais. On ne sait pas à quoi elle ressemble. C'est une recluse. Ahmed n'aime pas voir traîner ses femmes dehors. Elle les saignerait plutôt. Ça serait dommage, ces filles sont belles. Personne ne peut leur manquer d'égard. On connaît l'esprit de vengeance d'Ahmed. Il va donc les vendre au plus offrant. On dit de lui qu'il a tué moins 100 personnes avant l'arrivée des Français. Oh, beaucoup plus. Nul ne connaît le nombre exact de ses victimes. Elle était le maître de la région, pour ainsi dire. Mais aujourd'hui, il ne lui reste plus que son fusil de chasse. Comme les temps ont changé, hein? Mais il est toujours craint. Oui, aussi ne fréquente-t-il personne. Qui fréquenterait un ancien tueur? Ses semblables sont morts depuis longtemps. Elle est tout seule maintenant. Tout seul, certes, mais solide et dangereux. Aussi dangereux qu'un cobra d'Égypte. Assez parlé de ça. Prépare-nous donc un bon thé. Celui que j'ai pris à la mosquée était infect. Tu n'entends pas chanter la bouilloire? Si. Veux-tu des amandes grillées? Des amandes et des dattes. Elle apporta les friandises. Il aimait les fruits secs. Ces dattes viennent d'Algérie, plus exactement de Biskra. Elles sont de loin les meilleures. Trop sucrées. C'est ce qui les différencie des dattes locales. Celles-là valent très cher. On ne peut les manger qu'en buvant du lait. C'est ce que font les Touaregs. As-tu déjà vu des Touaregs? Il ne répondit pas. Non, ce sont des nomades qui possèdent d'immenses troupeaux, mais ils ne mangent pratiquement pas de viande. Ils vivent seulement de lait de chamelle et de dattes. Ils sont particulièrement rudes. Des berbères comme nous, leurs femmes seules sont lettrées. Elles lisent et elles écrivent. Elles connaissent la vieille écriture berbère, le tifinagh, et elles composent des poèmes et des chansons.
On dirait que tu les connais bien. Oui, j'ai été spahie au Sahara, mais j'ai déserté. Et quand on m'a rattrapé, on m'a jeté en prison. J'ai passé 5 ans de ma vie dans les prisons militaires. J'ai cassé des pierres sous le soleil ardent. J'ai tenté maintes fois de m'évader, mais on m'a repris, roué de coups et enchaîné à des boulets lourds que je traînais derrière moi. Quand j'avais soif, on me refusait l'eau. On n'en a pas pour toi, on me répondit-on. Tu ne m'avais jamais raconté ça, dit la vieille. À quoi bon? Tu sais, ce sont des choses sans importance. Des choses sans importance? Tu aurais pu y laisser ta peau. D'autres ont souffert plus que moi. Ils n'en sont point morts. Va, c'est le moral qui compte. Elle servit le thé. La pièce était fraîche, bien qu'il fît dehors une température d'enfer. Tu penses toujours à ton rêve? Demanda la vieille. Maudit soit-il! Elle revient toutes les nuits, comme un vautour, prêt à fondre sur un malheureux blessé. Oublie-le donc. C'est lui qui ne m'oublie pas, dit-il. Elle but son thé à petites gorgées, fuma plusieurs cigarettes. Cette brusque escapade dans le passé avait rouvert certaines plaies qu'elle croyait cicatrisées depuis longtemps. Elle se revit errant de ville en ville à la recherche d'un travail, mais il n'y avait rien. La misère régnait partout, et une grande épidémie de typhus emportait les plus faibles. Seuls les Européens étaient soignés à temps. Cette maladie sévissait surtout dans le peuple, chez les indigènes, comme on les appelait alors. Il y avait des poux partout. Chez les Européens, les poux n'existaient pas. Certains esprits moqueurs disaient « Qui n'a pas de poux n'est pas musulman ». Les Français vivaient dans la propreté, tandis que les indigènes s'entassaient les uns sur les autres dans des gourbies confinées. Plusieurs années de sécheresse avaient appauvri la campagne jadis riche en céréales qu'on exportait vers l'Europe. Maintenant les paysans se nourrissaient des racines et de tubercules, eux aussi très rares. Les morts se chiffraient par milliers. C'est la racaille qui crève, disait-on. Bon débarras. Les colons récupéraient ainsi des terres abandonnées, et foraient des puits, plantaient des orangers, semaient du blé, et prospéraient sur ces terres qui n'avaient vu que des cadavres. Les humbles fellahs d'autrefois se voyaient contraints de travailler au service du nouveau maître pour survivre. Ceux qui avaient eu la chance d'être engagés pouvaient compter sur l'aide du maître. Ils étaient alors pris en charge, soignés, bien nourris, et ils pouvaient échapper au sort tragique qui décimait les gens du Nouala. Et autres hameaux qu'on finissait par déserter pour fuir une mort certaine. Des masses d'hommes envahissaient les villes et se retrouvaient parqués dans des bidonvilles déjà surpeuplés. Rares étaient ceux qui travaillaient. En Europe, la guerre durait depuis 2 ans. Seules les usines d'armement allemandes fonctionnaient. La France était sous la botte nazie, mais les autorités coloniales, qui étaient vichistes, envoyaient tout en métropole. Il n'y avait donc rien à manger pour les autochtones. Avec le débarquement américain de 1942, qui cloua au sol la flotte aérienne française fidèle au maréchal Pétain, les choses se remirent à fonctionner à peu près normalement. On ouvrit des chantiers, le dollar coula à flot, les bases militaires américaines employaient beaucoup de Marocains. L'arrière-pays en profita, on soignait des malades, du jour au lendemain, le typhus disparut, et comme par hasard, la pluie se remit à tomber. Les campagnes reverdirent.
on se remit à procréer. L'armée française engagea des jeunes qu'on envoya sur le front d'Europe, en Italie et ailleurs. On rendit hommage à la bravoure du Marocain tout en oubliant qu'on l'avait jusque-là méprisé. On promit même l'indépendance à Mohammed V lorsque la guerre serait finie, mais on oublia ce serment. L'euphorie des lendemains de la guerre était telle qu'on recommença à traiter le colonisé de sous-homme, de turbulent et d'ignorant congénital, d'arriéré pathologique en quelque sorte. Le Marocain ouvrit des écoles privées pour instruire ses enfants. Il lutta fermement pour sa liberté. Les prisons étaient pleines à craquer de résistants. Les exécutions sommaires étaient monnaie courante. On en était là au moment où le Moghazni était venu se renseigner sur les fugitifs recherchés par la police. Boucheib l'avait renvoyé sans autre forme de procès. Ils étaient bel et bien au village. Ils se rendaient même au souk de temps en temps, mais ils savaient se fondre dans la foule et disparaître au bon moment. On entendait depuis quelques jours l'explosion de mines. C'était l'un de ces recherchés qui brisait un flanc de la montagne pour agrandir sa maison. Il avait besoin de pierres pour cela. Il avait réussi le tour de force de se faire délivrer par le capitaine commandant le canton une autorisation d'achat d'explosifs. Elle avait dû fournir une fausse identité sans doute, ou soudoyer un fonctionnaire. Nul n'en savait rien. Boucheib, qui allait chez lui pour écouter la radio, la seule radio du village, était au courant de ce qui se passait dans les villes du Nord. Chaque jour, des traîtres étaient exécutés. Des bombes explosaient dans les marchés européens et aux terrasses de certains cafés à l'heure de l'apéritif. Des journaux interdits se vendaient sous le manteau. On écoutait comme une parole sacrée la voix des Arabes émise depuis le Caire. On avait le moral car on estimait qu'on pouvait gagner. En Algérie même, après la défaite de Dien Bien Phu, la guerre de libération avait commencé. Le colonialiste était aux abois, mais il ne l'admettait pas encore. On n'en était pas encore là. Il allait se ruiner dans cette aventure à accepter l'inacceptable, à savoir l'indépendance des opprimés. Boucheib, qui aurait pu prendre du galon dans l'armée, comme tant d'autres, préféra la vie simple aux risques et aux honneurs. C'est pourquoi il s'était retiré chez lui après s'être démené comme un diable dans les provinces du Nord. Il s'était donc marié avec une cousine lointaine et s'était mis à cultiver la terre des ancêtres. Il avait trouvé là une paix royale, car il adorait la nature vierge. Et quand il pleuvait, c'était l'abondance. La vie reprenait toujours le dessus. On était loin de l'agitation des villes, des massacres et autres règlements de compte. Et si on était en sûreté, on pouvait sortir, vaquer à ses occupations sans risquer de recevoir une balle dans la peau. Boucheib aimait jardiner. Elle avait planté des arbres fruitiers, des olives, des amandiers et même un bananier, chose inconnue dans la région. Quand elle trouvait un nid dans un arbre, elle était heureuse. Il considérait les oiseaux qui venaient dans ses champs comme ses protégés. Elle avait chassé les gosses qui s'en prenaient à ces oiseaux paisibles et mis durement à l'amende leurs parents en tant qu'inflous. Ceux-ci durent morigéner leur progéniture car plus personne ne pilla les nids. Attenant à sa maison, un petit verger produisait des clémentines, des oranges et des figues. Ces petites figues noires dont les merles se régalent dès qu'elles commencent à mûrir.
Bouchaïb permettait à ces oiseaux dont il appréciait le chant de partager sa subsistance. Aussi ne fuyait-il jamais à son approche. Comme les oiseaux ne le redoutaient pas, on le prenait à tort pour un saint ou un magicien. Lui seul savait que l'amour était le lien qui l'unissait à ces êtres peureux et fragiles. Un animal reconnaît très vite la bonté chez l'homme. Il sait aussi décerner le mal là où il se trouve. D'aucuns croient que la huppe, l'oiseau de Salomon, y voit 20 pieds sous terre. Les gens de Mogador avalent tout cru son cœur palpitant pour acquérir encore plus de perspicacité. Superstition? Sans doute. Cependant, ce bel oiseau si rare et solitaire fascine encore tous ceux qui le regardent. On n'en voit que rarement, mais on se sent tout à coup heureux quand on en voit un dans un pré, un oiseau seigneurial. « Tu ne voudrais pas faire ta sieste, dit la vieille. Hein, ma sieste? Eh ben, pourquoi pas? Quand tu me vois, j'étais en train de rêver. De ton arbre? Dieu m'en garde, non. Du passé et de certaines autres choses, de la vie, quoi. Tu revis ton passé? Oui, mais elle est si effrayant, si misérable, qu'il serait peut-être préférable de l'oublier. Ton passé? Le mien, celui des autres, les grandes misères de l'époque, la famine, les épidémies, l'anéantissement collectif. Je n'ai jamais connu ça, moi. Les gens d'ici ne connaissent rien. Ils ont toujours relativement bien vécu. Ce sont ceux du Nord qui ont souffert. Dans les montagnes, on est habitué à vivre à la dure. Quand une chose vient à manquer, on lui trouve tout de suite un substitut. Là-bas, quand une chose s'épuise, tout s'épuise, y compris le corps. Qu'il y ait une guerre, par exemple, et tout est remis en cause. Le sort implacable qui a 1000 tours dans son sac s'en mêle. Tous les malheurs s'abattent sur ces pauvres gens en même temps. Les familles se disloquent. Les maladies minent la population. On erre sans but, on mendie, on perd toute dignité humaine. On ne connaît pas ça ici, dit la vieille. Eh non. Et si, on est tranquille. On vit avec les saisons et jour le jour. On apprécie l'instant à sa juste mesure. Chaque minute de la vie compte. N'est-ce pas le bonheur suprême? Bien sûr que oui. C'est pour cette raison que je n'aime plus le Nord, ni ses villes tonitruantes, ni ses campagnes. Et pourtant, que n'ai-je chapardé dans les fermes uniquement pour survivre? La famine était terrible. Les gens mouraient en masse. Des dizaines et des dizaines s'en allaient comme ça. Moi, je trouvais toujours le moyen de voler quelque chose, n'importe quoi pour ne pas crever de faim. C'était le vol ou la mort. J'ai moins souffert en prison qu'en liberté. Elle était tout le contraire de ce qu'elle signifiait alors. Être libre et crever de faim. Merci. Redonne-moi donc un peu de thé et quelques amandes grillées. Elle le servit et alluma sa énième cigarette et reprit. À cette époque sombre, seuls les Européens vivaient bien. Ils avaient des médecins, des aliments, et ils savaient vivre, mais ils vivaient entre eux et pour eux-mêmes. Les autres ne les intéressaient pas. Ils pouvaient bien crever, ça ne les dérangeait pas. Seuls quelques Marocains très riches vivaient aussi bien qu'eux. Le sort du peuple, ils s'en foutaient muant en juifs. Ils croupissaient dans les mlahs. Ils étaient aussi misérables que les musulmans les plus misérables. Le sort du peuple, ils s'en foutaient. Quant aux juifs, ils croupissaient dans les mlahs. Ils étaient aussi misérables que les musulmans les plus misérables. Les uns et les autres priaient le même Dieu, mais ne se comprenaient pas. Chacun suspectait l'autre de félonie, de mauvaise foi, de féloterie.
Et cette discorde profitait surtout aux plus riches, à ceux qui tiraient les ficelles.